peut-être, j'espère, un peu plus dynamique également. J'aimerais d'abord remercier M. Dufresne ainsi que le mouvement Démocratie Nouvelle pour la présentation, le fruit de leurs études et de leur analyse aujourd'hui. On aura l'occasion d'en apprendre, d'en prendre connaissance, également de pouvoir alimenter notre réflexion sur ces enjeux qui nous tiennent tous à cœur. J'aimerais reconnaître également et souhaiter la bienvenue à M. Dave Meslen. Welcome to Montreal. Thank you for coming and letting us know about the new law in Ontario, the back and forth at Toronto level as to what they've decided and then decided not to do, and to hear your thoughts on this reflection. J'aimerais également prendre l'occasion de remercier mon cher ami et collègue, M. Marvin Rothrock. Vous savez, Marvin, il travaille de façon infernale. C'est quelqu'un qui est là depuis 32 ans, 34 ans, 32 ans en 2013, donc c'est quelqu'un qui ne peut pas être resté inaperçu. Et c'est tout à son honneur. Vous savez, c'est pas évident d'être élu 8 fois, si je ne m'abuse. 9 fois. Parce qu'il était averti. Et vraiment, on voit à quel point c'est une personne qui est engagée, qui alimente la réflexion, qui trouve cet équilibre en pouvoir des fois donner des coups de barre sur des enjeux et des fois savoir que c'est plus évolutif, il faut travailler sur des enjeux pas à pas. Et j'aimerais le remercier pour être participant à cela et également à cet effort. Donc merci Marvin, bravo pour tout ce que tu fais. On parle de démocratie municipale. Je pense qu'il faut d'abord reconnaître que dans notre système, qu'on appelle évidemment démocratique, dans tout système, peu importe le système, peu importe la méthodologie, il faut reconnaître qu'il n'y a aucun système qui est parfait. Ça, c'est à la base. Ça, il faut le reconnaître. Parce que si jamais on pense qu'il y a un système qui est parfait, on va toujours vouloir aller vers ce système et dire « Ah, c'est celui-là, c'est la solution magique. C'est à travers ça, on va résoudre tous nos problèmes. » Moi, personnellement, je ne le crois pas. Il y a beaucoup de gens qui vont être de cet avis-là. Il y a différentes raisons. C'est des fois très complexe, plus complexe qu'on peut le penser. Et des fois, quand on va résoudre un problème, on va générer un autre. On va essayer de trouver un équilibre pour pallier à cela. C'est Winston Churchill qui a dit, évidemment, la démocratie est le pire des systèmes, mais c'est le moins pire que tous les autres. Moi, c'est quelque chose auquel je pense régulièrement également. Autre chose qu'il faut se poser, la question, je pense que c'est peut-être une question de base. Vous allez penser, qu'est-ce qu'il pose comme question? Mais c'est quoi la démocratie? C'est quoi la démocratie? Je pense que si on passe ici, on va passer le micro, on va dire différentes choses. C'est sûr qu'il y a certaines valeurs de base qui vont être là. Il faut évidemment la volonté de la majorité. Si c'est la volonté de la majorité, je dirais qu'à tous les niveaux du gouvernement, peu importe que ce soit municipal, fédéral ou provincial, on est tous échoués. Parce que la dernière fois qu'on a eu un gouvernement qui a été élu par une majorité, hein, Marvin? Long time ago. Si Marvin ne le sait pas, ça veut dire que ça fait très longtemps. Alors, est-ce que ça veut dire que notre démocratie, c'est un échec? Moi, je voudrais que non. Ça ne veut pas dire qu'il est parfait, ça veut dire qu'il y a des bonifications à faire. Il y a un autre principe, je pense que c'est Alexis de Tocqueville qui a dit, évidemment, il faut faire attention à la démocratie, parce que si on pense que c'est la volonté de la majorité, il y a peut-être une tyrannie qui s'en vient avec. C'est pour ça qu'il faut trouver un équilibre. Un équilibre à majority rules, minority rights. Tout ça pour dire que dans une démocratie, il y a différentes valeurs. Il y a différents enjeux qu'il faut essayer de trouver. Il y a évidemment la volonté de la majorité, il y a la préoccupation des minorités, il y a évidemment les enjeux de représentativité, et peut-être aussi il y a un enjeu de légitimité. Parce que si on n'a pas de légitimité, si la population ne sent pas que son gouvernement, que ses élus ne le représentent pas à différents niveaux, là, il y a vraiment un danger pour notre société. Donc, comment faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Je pense qu'il faut commencer à la base, il faut voir qu'est-ce qu'on fait. On a des élections à chaque 4 ans municipales, évidemment, à tous les niveaux. On a des enjeux où, comme c'est indiqué, on a un taux de participation 41%, ça dépend des années, ça peut être un peu moins,
À différents niveaux, c'est un peu plus haut, 65, ça dépend des élections, 68. Il fut un temps, je me rappelle quand j'étais enfant, c'était 75-80 au niveau fédéral. Donc, il faut se questionner pourquoi est-ce qu'au niveau municipal, de façon traditionnelle, c'est plus bas que les autres. Est-ce que c'est parce que les gens, ils ont une lassitude? Est-ce qu'ils pensent parce qu'il n'y a pas de problème? Est-ce que c'est parce qu'ils ne comprennent pas? Est-ce qu'ils pensent que le vote est gâché? Je pense que c'est ça ce qu'il faut poser. Je pense que des forums comme aujourd'hui, ça alimente cette réflexion. Ça fait plus de pédagogie, plus d'enjeux, plus de réflexion pour que collectivement on puisse se positionner sur ces enjeux-là. Il y a un autre enjeu qu'il faut penser, c'est que oui, la démocratie, oui, les élections, mais il y a aussi l'enjeu de participation citoyenne. Et par là, c'est qu'il y a différents outils qu'on a à notre disposition pour faire entendre la volonté de la population sur différents enjeux. Par exemple, le conseil de ville, évidemment, et on a une période de questions du public, qui n'est pas filtrée à l'avance, qui vient s'enregistrer une demi-heure avant le conseil municipal. Moi, j'ai parlé à des collègues de France, ça fait 6 mois, où on leur a expliqué ça, qu'on a ça à Montréal depuis 1986. Ils ont dit, ouais, mais qu'est-ce qui arrive si vous posez une question, vous n'avez pas les réponses? Je dis, on est imputable, on doit faire face à la musique. C'est ça, être un élu. C'est un pouvoir incroyable d'imputabilité, rien que cet aspect-là. Il y a d'autres pays démocratiques qui ne l'ont pas. On a évidemment d'autres outils, on a des commissions. On a des commissions sur différents enjeux, où on a des consultations publiques. On a l'OCPM, l'Office de consultation publique Montréal, qui a un mandat très spécifique sur des enjeux très spécifiques, qui doit entretenir des façons de faire. On a également d'autres niveaux de gouvernement au municipal. On a le conseil municipal, mais on a aussi un conseil d'arrondissement à Montréal et dans d'autres villes, dans d'autres agglomérations. On a également un conseil d'agglomération, notre palier. Et il y a les mêmes élus qui sont sur certains et pas d'autres. On a également la communauté métropolitaine de Montréal, où on peut venir poser des questions, où il y a des décisions qui sont prises pour différentes agglomérations, 82 municipalités. Il y a un CCU, un comité consultatif d'urbanisme au niveau. Dans certains, c'est à huis clos, dans d'autres, c'est public. Moi, j'ai travaillé à Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce, pour justement le rendre public depuis 2013. C'est quelque chose sur lequel il y a d'autres outils. Donc, oui, dans cette réflexion de la démocratie, qui est vraiment la base de notre démocratie municipale et autres, c'est le vote, une personne, un vote. Mais il y a aussi d'autres outils, il ne faut pas l'oublier. Il faut voir comment on arrime tous ces différents outils, tous ces différents mécanismes, institutions à cet égard-là. Par exemple, est-ce qu'on devrait, on va explorer, vous allez explorer le rôle des partis. Le rôle des partis. Quels sont les avantages, quels sont les inconvénients? Est-ce qu'il y a des effets pervers? Est-ce qu'il y a un effet où on va généraliser un peu le tout? On a à Montréal également quelque chose de très important qui s'appelle la Charte montréalaise des droits et responsabilités. C'est un document qui a été adopté en 2005, 2006 plutôt, qui fait en sorte qu'on reconnaît des droits aux citoyens et citoyennes, mais ça incombe également des responsabilités pour les personnes. Oui, on a un droit, on a une volonté de pouvoir faire exiger des choses, mais d'autre part, nous-mêmes, on a des responsabilités envers notre vie. Mais ça pose la question, est-ce qu'on devrait avoir un droit de rappel des élus? S'il y a certaines choses qui sont faites, s'il y a une certaine pétition d'un certain nombre, est-ce qu'on devrait? Est-ce que c'est démocratique ou c'est antidémocratique? Parce que quand on a élu quelqu'un, c'est pour 4 ans, point à la ligne. On ne parle pas d'autres cas extrêmes, et encore là, on pourrait. Est-ce que, comme l'a mentionné, Marvin m'a posé la question, sans me l'avoir informé à l'avance, mais je m'y attendais, sur l'enjeu de vote, ce vote préférentiel. Est-ce que ça a sa place? Je vais m'attarder ça vers la fin. Est-ce qu'on devrait se diriger vers un système de vote proportionnel? Ça vaut la peine au municipal, peut-être au fédéral, où il y a des enjeux de représentativité au niveau national, de région, peut-être oui, où il y a certaines disparités plus aiguës, peut-être oui, peut-être non. Je donne un autre exemple où des fois il y a des choses qui sont bienvenues comme une avancée, et en fin de compte, peut-être des fois c'est un recul d'une certaine perception. Moi je me rappelle,
lorsqu'au niveau fédéral, le précédent gouvernement, il avait annoncé des votes à date fixe, tout le monde l'a loué. Tout le monde a dit excellent, c'est ce qu'il faut. Il ne faut pas donner au Premier ministre le droit de pouvoir déclarer une élection quand il est haut dans les sondages, le donner un avantage comparé aux autres. Non. Fixe, date, on est à 4 ans, comme on le fait au municipal, ça on fait. Mais ce qu'on a vu, qu'il y a certaines lacunes où il n'y avait pas, par exemple, des enjeux qui ont été discutés sur les montants qui sont dépensés dans l'année préélectorale. Ça n'a pas dicté mais également le nombre de temps de la période électorale. Tout le monde présumait que ça allait être 35 jours. Ça n'a pas été. Tout ça pour dire que des fois, il y a des avancées et il y a des ajustements. Et c'est dans cette perspective qu'il faut voir ça. L'autre enjeu sur représentativité, il y a beaucoup de facettes là-dessus. Et ça a été mentionné par mon collègue Franz. Le maire m'a demandé l'année passée de piloter un enjeu sur la conciliation travail-famille, que j'ai siégé avec ma collègue Essie Lefebvre, qui est ici avec moi aujourd'hui. Et, salut Essie. Et puis, ensemble, on a déposé un rapport public au mois de septembre où on a fait certaines avancées sur justement les enjeux des conciliations travail-famille pour encourager plus de femmes, pour encourager plus de représentativité, mais également pour reconnaître qu'il y a des enjeux, pas seulement pour des jeunes familles, mais pour, par exemple, des proches aidants. Il y a des enjeux sur ces là. Donc, tout ça pour dire qu'il n'y a pas de solution magique. Il faut aller étape par étape, il faut aller enjeu par enjeu et trouver cet équilibre. Et il faut toujours s'assurer que tout en allant d'un côté, on trouve des poids et des contrepoids sur ces enjeux-là.